Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle de carrière, d'IT et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve à Station F, on change un petit peu d'endroit et on va retrouver Othman Hamzaoui pour une interview où on va parler de sa startup, Steerlab. On va découvrir aussi son parcours, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui l'a motivé à devenir entrepreneur et à monter sa startup. Bonjour Othman. Bonjour Noah, Comment ça va? très bien et toi? Bah écoute, très bien, on se retrouve ici à Station F pour discuter un petit peu de ton parcours, de ton beau parcours, et découvrir ensemble qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au travers de Steerlab. On y reviendra un petit peu après. J'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu sur ton parcours qui est très axé data science, AI du coup, que tu nous parles un petit peu, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers l'intelligence artificielle, puisque tu as fait des études dans l'intelligence artificielle principalement, et après avec une carrière où tu as travaillé dans différentes boîtes, notamment AWS, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc je pense que ça sera intéressant de reparler un petit peu de ça. Mais du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, ta formation, ton parcours et où tu en es un petit peu aujourd'hui? Bien sûr, déjà merci de m'avoir invité. Plaisir d'échanger aujourd'hui. Petite passe sur mon parcours. Donc j'ai un parcours très axé maths informatique historiquement. Donc j'ai démarré par une double licence dans ces deux sujets-là. J'ai naturellement, on va dire, convergé vers de l'intelligence artificielle parce que ça combine en fait ces deux domaines-là. Donc j'ai fait mon master à Paris 6, l'UPMC. Puis ensuite j'ai enchaîné directement sur AWS. Alors là, juste avant de rentrer, on va dire, dans le monde d'entreprise à 100%, j'avais fait quelques stages. Donc ça m'a permis au fait d'explorer un peu les différents environnements qui me correspondaient plus. J'ai fait 3 mois dans un laboratoire de recherche, 3 mois en start-up, et après en stage de fin d'études, j'étais chez L'Oréal. Donc là, c'était purement, on va dire, entreprise classique. Et ça m'a beaucoup plu, on va dire, cet environnement très entrepreneurial, les choses avancent très vite, il y a beaucoup de sujets intéressants à traiter. Et c'était l'une des particularités d'Amazon, c'est-à-dire même si c'était une grande entreprise, il y avait différentes équipes à l'intérieur qui avaient cet esprit très entrepreneurial. Et donc j'ai rejoint en 2018, où j'étais dans une équipe d'ingénierie en fait. On développait des modèles IA pour les clients d'AWS, donc la filiale cloud d'Amazon. Et donc on allait chez les clients, on développait des modèles, on les déployait dans leur environnement de production. On travaillait avec les différents métiers pour les aider à la fois adopter le cloud, mais aussi adopter des solutions d'IA qu'on mettait en place. Donc j'ai passé 5 ans chez AWS, différents sujets, différentes équipes. Le tout début, c'était très axé développement des modèles. J'ai eu de 2 ans et demi, je faisais aussi un peu d'avant-vente. Donc je bossais en fait avec les équipes sales pour les aider à mieux identifier les bonnes problématiques côté client, à travailler sur des sujets un peu plus stratégiques long terme. Et ça m'a permis en fait d'explorer quelque chose au-delà de la technique, vraiment d'être très proche du client. Et ça m'a ramené finalement à quitter Amazon au bout d'un moment. J'avais vu un peu ce que je voulais voir dans l'entreprise et je me suis lancé dans le monde entrepreneurial pour créer Steerlab. Ouais, donc un parcours très complet où tu es passé au final de la création de modèles, donc tu étais vraiment au cœur de la machine, tu n'as pas juste fait qu'utiliser les modèles dans des applications, tu les as aussi créés, entraînés, et permis justement aux développeurs et à tes clients de les utiliser après par la suite. Donc c'est intéressant, tu as la vision vraiment purement tech, data science et ML engineer, j'ai envie de dire, et la partie sales aussi. Et je pense, après tu me confirmeras, mais du coup ça a dû t'aider pour monter ta startup, d'avoir les deux côtés, vraiment le côté purement technique, où tu peux, je pense, t'appuyer dessus parce que tu es CTO aujourd'hui, tu as aussi la casquette de CTO, et d'avoir ce côté sales où tu es capable d'aller parler à des clients, parler à des VC, on y reviendra un petit peu après, suite à la levée de fonds que vous avez fait avec Steerlab, mais donc ouais, j'imagine que ça a dû t'aider, ouais. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai toujours voulu avoir cette proximité des clients, donc de m'assurer que les problématiques techniques sur lesquelles je travaillais, ça avait un lien direct avec un impact métier. Et donc ce côté plus on va dire, de participer à la définition du projet en phase amont, c'était aussi quelque chose qui me motivait. Donc de bien définir la problématique avant d'attaquer, on va dire, la partie plus purement technique. Ouais. Et garder ce lien aussi avec les décideurs, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans un projet tech qui sont des fois simplement résoudre des problèmes techniques, mais aussi beaucoup de sujets reliés à l'organisation, reliés aux priorités de la boîte. Et tout est lié finalement. Et donc mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, on va dire, au niveau très high level. Ça permet aussi de prendre, on va dire, les bonnes décisions au niveau le plus bas technique du projet.
Ok, très clair. Donc du coup, c'est ça qui t'a motivé, qui t'a poussé à quitter le monde du salariat, corporate, Ouais. pour aller vers l'entrepreneuriat. Comment ça s'est fait justement ce début entrepreneurial? C'était une rencontre parce que t'es pas tout seul, t'es Ouais. cofondateur. T'as Rami avec toi aussi qui t'a aidé à fonder Steerlab. Je pense que ça peut être intéressant que tu nous racontes un petit peu comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait que vous avez monté cette boîte ensemble après ton expérience chez Ouais. AWS, et comment ça vous a aidé justement à accélérer et à arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ouais, j'aurais aimé dire qu'il y avait un déclic, un événement, mais la vérité, c'est qu'il y avait plein on va dire, de différentes choses qui sont passées qui m'ont mené finalement à créer la startup. Euh, Même naturellement, chez AWS, je veux dire, je changeais d'équipe ou de fonction en allant vers les sujets qui étaient les plus, on va dire, entrepreneuriales. Hmm. Et donc, cette proximité au client m'intéressait, donc je voulais garder le côté client. Je voulais aussi continuer, on va dire, sur le développement produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement avoir quand on fait du service ou du conseil. Ça veut dire qu'on fait un projet au bout de 6 mois, un an, on va repasser sur un autre client. Hmm. Donc il y avait on va dire cette continuité du sujet qui manquait dans les projets sur lesquels je travaillais. Ouais, c'était un manque pour toi de voir la finalité et Ouais, l'aboutissement vraiment, au final du projet sur lequel tu avais accompagné le client. de continuer à travailler sur un sujet, de le voir jusqu'au bout. Et c'est quelque chose que, à l'époque, je me disais soit j'allais rejoindre une scale-up ou une start-up pour travailler sur des sujets purement, on va dire, produit, développement, produit à long terme, soit en créer une. Hmm. Et c'était, je dirais, un mix de cette envie de créer quelque chose et aussi une rencontre, comme tu l'as mentionné. Donc j'avais rencontré mon cofondateur à travers le boulot. Il n'était pas chez AWS, mais était un client AWS. Et c'était simplement on va dire des discussions. Est-ce que potentiellement un jour ça t'intéresserait de créer une entreprise ou pas? Qui finalement s'est passé on va dire, d'une blague, quelque chose de plus sérieux au fur et à mesure du temps. Et on a tous les deux décidé de quitter donc nos boulots respectifs pour démarrer l'entreprise. Et ce qui nous a ramené sur Steerlab aujourd'hui. Ok, donc tu as quelque part gagné la confiance du client, très bien même, et jusqu'à même monter une boîte avec lui. Donc c'est beau et c'est super inspirant comme histoire. Franchement, bravo, félicitations. Et du coup, et le moment de la décision de se dire, ok, on pivote, on quitte nos boulots et on monte notre boîte, ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu de peur, de frein, ouais, c'est un saut dans l'inconnu. Donc forcément, j'imagine que vous êtes passé par des moments où vous êtes beaucoup questionné et ça s'est pas fait comme ça en un clic. Ouais, tout à fait. Je pense pas que c'est jamais une décision qui est facile. Je pense que c'est on va dire un peu le moment pivot quand on passe en entrepreneurial, c'est vraiment de faire le pas Hmm. et de se dire, bah, maintenant, je suis plus dans un cadre entreprise, CDI, c'est à moi de prendre les décisions, de faire les choix, etc. C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on parlait quand même pendant une bonne durée. Et c'était aussi drivé par le fait que quand je me renseignais un peu dans mon entourage à l'époque, l'un des conseils qu'on me donnait, c'était assurer d'avoir le bon partenaire quand tu démarres l'entreprise. Il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent pas et qu'on regarde l'une des raisons, c'est les fondateurs qui s'entendent plus Ouais. ou qu'il n'y a pas un bon match. Et donc pour moi, c'était moins important de savoir exactement sur quel sujet je vais travailler. C'était plus m'assurer que j'allais le faire avec la bonne personne. Ouais, tu t'entourais des bonnes personnes. Qui a un bon fit. Parce que le deuxième retour que j'avais, c'est que le sujet sur lequel tu vas démarrer l'entreprise, c'est potentiellement pas celui sur lequel tu vas continuer par la suite. Je peux rentrer en détail un peu plus tard, mais c'était cette mix de se dire, OK, il y a une confiance dans le fait que je me jette dans l'inconnu, on va dire, mais avec quelqu'un sur qui je peux compter. Et ce besoin d'entreprendre et de continuer à bosser avec des clients, de créer de la valeur. Ouais, donc ce besoin était plus fort au final que la peur que tu peux avoir de sauter dans l'inconnu, même si vous sautiez à deux au final. Donc effectivement, tu sais que tu peux avoir une sorte de backup ou une sorte de soutien aussi, parce que ça ne va pas être facile tous les jours, mais on y reviendra peut-être un petit peu après. Merci du coup pour ton parcours. L'idée maintenant, c'est que tu nous parles un petit peu de ta startup, Steerlab, que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que vous faites en quelques mots, d'où c'est parti cette idée d'avoir une sorte de plateforme qui utilise de l'IA pour créer et répondre à des RFP, donc des appels d'offres. Comment c'est venu? Comment on arrive là? Ouais. C'est ce que je disais, c'est quand tu démarres sur une idée, tu peux pas forcément rester sur la même idée. Donc nous, quand on a démarré la boîte, alors c'était il y a 2 ans à peu près qu'on a quitté maintenant le boulot.
on est parti sur un sujet qui est complètement rien à voir. Pour la faire très simple, on agrégeait des modèles IA derrière une seule interface pour permettre à un utilisateur de juste taper un paramètre, je veux parler à un ChatGPT, je veux parler à un Claude, sans qu'ils aient à gérer tous les différents providers. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé. On a quitté nos boulots et au bout de 2 mois, on avait un produit qui tournait, on l'a mis devant les utilisateurs. Et on s'est rapidement rendu compte que le produit était cool, c'était quelque chose de fun à utiliser, mais le pain n'était pas assez fort. Et donc, il n'y avait pas forcément une traction qui nous donnait en fait les signaux pour dire ok, c'est un sujet sur lequel on peut continuer. Et donc, on a fait le choix de pivoter au bout de 3-4 mois qu'on a quitté nos boulots. Et là, c'était un mix on s'est inspiré, on va dire, de l'expérience de mon cofondateur qui répondait beaucoup à des appels d'offres quand il était dans son boulot avant et qui en rédigeait aussi. Donc c'est 2 ans avant de quitter sa dernière boîte, c'était lui qui rédigeait les appels d'offres et qui les envoyait aux différents fournisseurs. Et c'était aussi un cas d'usage qui était remonté par l'utilisateur de la première application. On avait des gens qui nous disaient est-ce que tu peux m'aider à automatiser la réponse aux appels d'offres. Et c'est là on est arrivé sur Steerlab. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on aide les boîtes B2B et donc les équipes sales, pre-sales à automatiser à peu près 90% des réponses qu'ils vont avoir dans des questionnaires d'appels d'offres, des questionnaires de sécurité. Et donc on vient faire ça avec de l'IA, avec des agents, avec des modèles LLM qu'on fine-tune pour permettre de partir, on va dire, d'un questionnaire qui va contenir 300 questions dans un Excel, un document Word de PDF qui fait 60 pages, à un premier draft qui va être à 80% pré-rédigé par l'IA, avec une qualité plus élevée, on va dire, que la moyenne, et de donner un certain nombre d'insights pour aider ces équipes pre-sales à gagner plus de deals. Donc on les aide dans cette phase d'automatisation, mais aussi de leur permettre de passer moins de temps sur la paperasse et moins de temps sur des choses que l'IA peut faire et plus de temps avec leurs clients, avec leurs potentiels leads, à créer du lien, à mieux comprendre les problèmes. Là où ils peuvent amener le plus de valeur au final. Exactement, et ramener plus de valeur. Okay. Et ça se matérialise comment du coup? C'est un SaaS? C'est un logiciel en dur que tu installes? Donc c'est un SaaS qui est fourni sur une plateforme, donc on leur donne accès, ils mettent leurs données, donc ils vont mettre leur ancien appel d'offres, ils vont mettre leur ancien questionnaire, leurs documents internes, et dès qu'ils reçoivent un nouveau appel d'offres, ils le mettent dans la plateforme, donc un appel d'offres qui est vierge, et nous on va analyser toutes les différentes questions, on va extraire les informations qui peuvent nous aider à répondre, et on donne une réponse que l'utilisateur final va relire, soit il va valider directement, quoi ça correspond à ce qu'il cherchait, soit il va ramener certaines modifications. Et au fur et à mesure qu'il y a ce travail qui est fait, donc le système s'améliore dans sa globalité pour pouvoir répondre à des questions qui n'ont pas eu lieu avant. D'avoir vraiment ce feedback loop qui est en continu. Oui, qui s'améliore au fur et à mesure de l'utilisation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez des modèles existants ou vous avez développé votre propre modèle? C'est une question que j'avais ça pour vous. Ouais, alors on est sur un mix. On est sur à la fois des modèles, on va dire, classiques, commerciaux, du ChatGPT, du Claude, du Cohere, mais on est aussi sur des modèles open source, donc du Mistral, du Llama. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans tout ce workflow end-to-end de la réponse à appel d'offres et on va aller regarder dans chaque partie comment on pourrait potentiellement utiliser l'IA et l'un de ces modèles, de ces agents, pour non seulement répondre à la question, mais aussi donner certains outils et certains features qui accélèrent le process dans sa globalité. Donc on n'est pas sur un use case, juste on donne des données, on pose des questions et c'est fini. Il y a tout un tas de problématiques et d'étapes que l'utilisateur va rencontrer et chaque étape est, on va dire, boostée par des petits modèles qui font une tâche en particulier et qui sont très bons en ça, mais qui vont être mauvais en d'autres trucs. Et donc, c'est tout le boulot de savoir mettre les bons agents, les bons LLM fine-tunés au bon endroit pour accélérer le flow global. Donc, vous appuyez sur plusieurs modèles à la fois. Vous sélectionnez le meilleur modèle pour le meilleur use case pour pouvoir répondre le possible. En fait. On va utiliser un modèle différent en fonction du use case. On a aussi, on va dire, un système interne à nous qui nous permet de rajouter une couche reliée au métier et reliée au use case. Ça veut dire que on ne va pas interagir avec les LLM de la même manière si on répond à un appel d'offres, si on répond à une question on va dire, générale. Et donc, il y a toute cette customisation qui se fait de se dire on passe le temps de comprendre le métier, de comprendre le workflow business et d'adapter finalement les différents
modèle à ce cas d'usage. Ok, super intéressant. Donc vous allez de plus en plus vers des agents IA. On parle beaucoup de l'agentique en ce Ouais. moment. J'étais au Summit tout à l'heure à WS, il y en a une présentation justement de la partie agentique. C'est quelque chose qui se développe beaucoup sur 2025. Donc vous allez vers ça, comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment vous voyez justement l'année 2025 avec cette hype autour des agents IA? Je pense que déjà, il y a la définition d'agent qui varie. À chaque fois, on la pose à une personne différente. Nous, on est vraiment sur... on va moins s'intéresser à c'est quoi la techno qu'on va utiliser, mais plus à quel point on répond aux problématiques métiers. Et donc, il y a des parties où c'est des LLM classiques, et des parties où c'est de l'IA classique, sans LLM. Il y a d'autres parties où c'est de la règle métier. Et il y a effectivement des parties où c'est des agents. Donc la différence, c'est qu'on laisse, on va dire, la liberté à un modèle d'IA de choisir quelle action faire et ne pas donner une instruction précise au modèle. Donc il y a un risque évidemment, parce qu'on laisse le modèle choisir s'il va à droite ou à gauche. Clairement. Et donc on s'assure que quand on implémente ce type d'agent, il y a aussi les mesures de sécurité qui vont avec, le monitoring qui va avec pour comprendre ce qui se passe. Et donc oui, il y a dans certaines parties de l'application des agents qui vont prendre certaines décisions, mais aussi avec l'aide de l'humain. Ça veut dire qu'on va plus se pencher, de se dire on donne le maximum de cartes et d'outils à l'humain et de pas forcément essayer de tout automatiser. Parce qu'il y a un moment où demander à l'utilisateur de cliquer sur oui ou non, ça suffit. Pas besoin d'essayer de creuser ce qu'il y a dans J'aime sa bien tête. d'avoir une validation à un moment donné par un D'avoir humain, une validation ça peut aider. par un humain. Ouais. Ça, loop. Voilà, ça aide beaucoup dans la confiance que l'utilisateur peut avoir dans l'outil. Et aussi, on n'a pas besoin de créer de la complexité si on n'a pas besoin. Donc, voilà. Complètement. C'est vrai que c'est parfois le défaut quand on est tech, c'est de vouloir Ouais, tout on automatiser, essaie de alors tout que automatiser. parfois certaines actions suffisent. Je voulais revenir sur StirLab de manière plus générale. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est quoi l'état actuel de StirLab? Est-ce que vous avez des clients? Est-ce que c'est quelque chose qui marche? Je vois que vous êtes à Station F. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Ouais, tout à fait. Alors, on a démarré, donc, après le pivot, on est sur 1 an et demi d'existence, donc après le pivot. C'est-à-dire, on est sur le sujet depuis 1 an et demi. Les 3 premiers mois, on va dire les 2 mois, c'était un mix des interviews qu'on a effectuées pour mieux comprendre le problème. Donc, on a fait une centaine de calls. On parlait à des personnes qui sont dans le domaine, donc qui ont la problématique, s'assurer qu'on n'est pas biaisé par nos expériences du passé, mieux comprendre le problème. Pas juste j'ai envie d'automatiser, mais quelle partie tu as envie d'automatiser. Être sûr qu'il y a un marché pour ça aussi. Voilà, être sûr qu'il y a vraiment une problématique et c'est pas juste l'intérêt qu'on a pour le sujet et le fait qu'on peut le résoudre avec de l'IA. Donc ça, on a fait 2-3 mois. Ça nous ramène à début janvier, donc il y a 1 an et quelques mois. Et là, on a démarré la levée. Donc on a fait de janvier, février, mars, ça va être 4 mois pour faire le premier pré-seed. Et on a démarré les recrutements l'été. Donc on était 2 jusqu'à l'été dernier. Et donc là aujourd'hui on est... Et là vous êtes combien? Ouais. 5. 5. Ouais, ça grossit. Donc on est 5, on a fait le choix de rester petit, donc d'avoir une équipe qui est plus expérimentée, qui est plus high caliber. Ça nous permet de rester plus focus sur les sujets et de ne pas se disperser. Et donc on a fini le recrutement, on a fini les recrutements depuis 1 mois, 2 mois. On est 5 et on a démarré les onboarding des clients, je dirais, depuis l'été. Il y avait une toute première phase où c'était plus des design partners, donc c'est des boîtes avec qui on va co-construire la solution, avec qui on va donner un accès, on va dire, un peu en amont de tout le monde, et qui vont nous donner beaucoup de feedback, qui vont nous orienter, on va dire, dans la construction de l'outil. Et après, on ouvrait, on va dire, au public de manière globale à partir de septembre, l'été septembre. Donc ouais, différents clients dans différentes géographies aussi. Il y en a qui sont aux US, il y en a qui sont en Europe. Et c'est principalement des équipes, on va dire, B2B, pre-sales, un mix de boîtes qui sont dans le software, donc qui vendent des logiciels, mais aussi d'autres entreprises qui sont potentiellement dans le médical, dans la construction, qui eux aussi répondent à des appels d'offres. D'accord. Donc un éventail de clients assez varié sur différents segments, donc hyper intéressant. Ça vous permet de toucher un large public B2B, donc c'est super, très intéressant, très intéressant et très inspirant surtout.
Du coup, tu parlais de la levée. Donc, vous avez levé 1,7 million d'euros récemment donc, pour pouvoir développer Steerlab. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette levée? Comment ça se passe, une levée de fonds? Il y a peut-être des auditeurs que ça intéresse de savoir un petit peu, quand on démarre de zéro, quelles sont les clés justement qui vous ont aidé à lever autant d'argent et à vraiment démarrer justement cette aventure entrepreneuriale? Alors, ouais, il y a beaucoup de choses. Je pense que si je prends un peu de recul par rapport à la levée, je dirais que le sujet principal, ça reste de s'assurer qu'il y a vraiment un problème. Ça veut dire que le sujet qu'on est en train de traiter, c'est un pain pour un certain nombre de personnes, que c'est quelque chose qui se répète. C'est pas une solution qui va être choisie juste qu'on a envie. C'est vraiment quelque chose dont l'utilisateur a besoin. C'est vraiment passer le temps de se dire, je m'assure que je suis en train de traiter un sujet qui est vraiment un problème et qui n'a pas juste la semblance d'être un problème. Et une fois qu'on a démarré de parler avec donc différents fonds, différents VC, concrètement, soit c'est toi qui les contactes, soit c'est eux qui regardent ton LinkedIn et qui te disent je vois que tu as quitté Amazon, je vois que tu as démarré une entreprise. Le projet m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en savoir plus. Et tu enchaînes d'école. Donc tu fais d'école à d'école, tu présentes ce que fait ta boîte, tu présentes la levée que tu as envie de faire. Et donc tu rentres dans des sujets de c'est quoi la problématique, c'est quoi le marché auquel tu t'attaques, à quoi ressemblent tes utilisateurs. Tu as un certain nombre de questions qui va souvent revenir. C'est souvent les mêmes questions, j'imagine. C'est souvent les mêmes questions, c'est des choses qui se trouvent en ligne facilement. Ouais. Moi, ma lecture, c'est que en tant que VC, tu prends des risques. Donc, tu essaies de minimiser le risque que tu prends, parce que tu vois beaucoup de startups chaque jour. Et donc, plus d'éléments tu peux donner pour assurer que, ils sont en train de compter sur les bonnes personnes. Donc, il y a aussi un élément sur c'est qui les fondateurs, c'est quoi leur background, est-ce qu'il y a une légitimité par rapport au sujet. Pourquoi je parie sur telle startup et pas telle startup, et surtout s'il y a de l'attraction. Est-ce qu'il y a des éléments qui montrent que, même si c'est trop early, parce que là on parle vraiment des levées qui sont en pré-seed, c'est vraiment la première levée, qu'est-ce qui me permet en tant que VC de m'assurer que ça pourrait potentiellement donner quelque chose de viable. Et donc c'est est-ce qu'il y a des clients qui payent, est-ce qu'il y a des design partners, est-ce que s'il y a un changement dans la technologie qui a fait que ce n'était pas possible avant mais ce l'est aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de questions qui permettent, on va dire, de rassurer les différents fonds. D'accord. Ce qui revient assez souvent, ce que je comprends, c'est qu'ils misent quand même beaucoup sur les fondateurs, sur le mindset des fondateurs, sur la légitimité, comme tu disais, des fondateurs. J'ai l'impression que c'est l'élément clé quand même qui revient assez souvent quand tu démarches des VC. Surtout si tu fais une levée en pré-seed. Ouais. Okay. Ça veut dire que si ça fait déjà quelques années que la boîte existe, que tu as déjà un historique de clients récurrents, on va plus s'intéresser à ton business model que toi en tant que fondateur. Parce que là, vraiment, on analyse une entreprise en disant vous avez combien de sales, vous vendez votre produit à combien, vous en vendez combien par mois, est-ce qu'il y a une récurrence, c'est quoi le marché. Donc, c'est purement, on va dire, une analyse du business model en quelque sorte. Et plus tu es tôt dans l'aventure, plus ça va être sur les fondateurs, plus le marché, / la vision que les fondateurs vont avoir. Parce que concrètement, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer parce que tu viens de démarrer. Oui, bien sûr. Il n'y a pas encore de data. Pas d'historique ou de data que tu peux regarder. Tu peux faire autant de business model que tu veux, ça reste des projections, ça reste du théorique. Du théorique. Oui, alors je pense que c'est un mix de. Tu as évidemment un impact purement de charge où tu te prends d'élan et donc c'est pas sympa. Mais il y a. Alors je sais plus. C'est quelqu'un qui me l'a. C'était un feedback qu'on m'a donné à un moment, c'est de se dire tu crois le non, mais tu crois pas la raison du non. Et en fait, quand on va te dire non, généralement, on va te dire non parce que le marché est trop grand. Ou non parce qu'il y a beaucoup de concurrents, non parce que le marché est trop petit, non parce que ce que vous faites va être commodisé. Donc en fait, tu vas avoir une explication du non. Et je pense que c'est ça la partie la plus dangereuse. Parce que la levée, tu l'as fait pour continuer ton business. Tu fais pas la levée pour faire une levée. Et donc, tu as quand même ton core business qui doit continuer à avancer, tes clients que tu dois continuer à démarcher, ton produit que tu dois continuer à développer. Et je pense que la partie la plus dure, c'est d'assurer que pendant que tu fasses la levée, que tu n'es pas en train de délaisser cette partie-là. Et donc, s'assurer de bloquer des moments où on se dit, là, c'est le moment de parler au VC, mais là, c'est le moment de faire mon business. Et après, de ne pas forcément croire dans les raisons pour lesquelles tu as eu un refus. Parce qu'in fine,
c'est un peu le généraliste versus spécialiste. Un VC, il va avoir plein de startups, il va avoir son expérience de ce qu'il a investi avant, et puis il va faire un jugement de est-ce que c'est good ou pas good. Et il est obligé malheureusement de donner raison, parce que on demande pourquoi vous avez donné un nom. Et je dirais que les meilleurs noms qu'on a reçus, c'était les noms qui avaient juste un nom de je le sens pas. C'est pas un sujet que j'arrive pas à expliquer, mais je le sens pas. Parce que c'était un refus simple, normal, il n'y avait pas de biais. Il n'y avait pas forcément de feedback. Il n'y avait pas forcément de raison. C'est pas un sujet que je sens et en fait, ça me saute pas à l'œil pour que je puisse investir dedans. Parce que concrètement, même toi qui es chaque jour en train de parler à tes clients et d'explorer les sujets, il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Donc, tu sais pas si le marché est trop grand, tu sais pas si le marché est trop petit. Tu peux faire des théories sur est-ce que le prochain Llama, le prochain GPT va remplacer tous les autres. Et donc il y a beaucoup d'inconnus. Et je pense que les meilleurs refus, c'était le refus qui n'était pas forcément un biais sur ce qui allait pas. D'accord. Mais justement, c'est ces doutes au final qui font que tu vas te remettre en question, que tu vas pas rester dans une sorte de zone de confort ou d'état fixe, et que tu vas justement faire évoluer ta boîte, non? Alors ouais, c'est un peu perturbant les premiers noms parce que tu commences à te dire ok, peut-être en fait peut-être qu'ils ont raison, mais tu as rapidement un déclic parce qu'au bout du 5e, on va dire 10e call, tu as un feedback qui contredit le feedback d'avant. Donc en fait tu te rends compte rapidement que tu dois pas écouter tout le monde non plus. Ouais, ça va un peu dans tous les sens. Et donc au bout d'un moment tu te fais la réflexion en disant ok, c'est un non. Tu prends quand même le feedback en disant est-ce que peut-être il y a quelque chose que je peux tirer, mais il ne faut pas que ça soit on va dire quelque chose sur laquelle tu actes sur le champ pour dire ok, je change toute ma stratégie, ou il y a quand même des convictions que tu vas avoir, mais il faut garder l'esprit ouvert et de se dire ok, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'analyser le sujet, il a un avis, on l'écoute, on prend ce qu'on peut prendre. Mais tu vas pas forcément changer tout ton mindset, toutes tes réflexions basées sur un seul feedback. Ouais, bien sûr, tu peux pas écouter tout le monde non plus. Et comme tu disais, tu sais pas si tout le monde a raison. Donc, bien sûr, tu dois aussi faire confiance à ton propre jugement et aller de l'avant et aller ce vers quoi tu crois le plus, je pense. Et c'est ce que vous avez fait. Tes utilisateurs, tes premiers clients. Et tes utilisateurs, c'est eux qui ont le problème, c'est eux qui vont utiliser la solution. Et donc, c'est vraiment de passer le max de temps avec eux. C'est ça qui va orienter la direction de la boîte. Ouais, et la roadmap aussi que vous allez dessiner pour le futur de Sirlab. Tout à fait. Clairement. Au niveau du marché aujourd'hui, vous adressez le marché français, vous adressez le marché américain aussi. Ouais. Donc là déjà ça fait 2 gros marchés. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des ambitions aussi d'adresser d'autres marchés? Est-ce que c'est encore trop tôt? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ouais, alors on a démarré sur une stratégie un peu, on va dire, internationale dès le premier jour. La raison, c'était simplement que c'est un marché plus grand, donc ça permet mondial, donc ça permet d'avoir des utilisateurs de différentes typologies, plus d'entreprises, donc plus de chances à avoir des réponses. Quand tu vas outreach à des clients, on n'avait pas forcément une contrainte de se dire qu'il faut qu'on soit physiquement dans l'endroit du client. Donc si on faisait un business qui est très, on va dire, très basé sur le fait d'aller voir le client chaque jour et de lui parler, on aurait probablement dû choisir un marché qui est le nôtre, qui est plus proche. Local. Là, on est sur de la vente du SaaS, donc on peut le développer, on va dire, de n'importe où dans le monde. Il y a évidemment le fait qu'on est dans le marché français, donc on connaît un peu mieux les entreprises en France, parce qu'on a travaillé avec. Mais aussi, on a travaillé avec des entreprises aux États-Unis, en Europe. Donc, c'était pas forcément choquant d'aller démarcher les débuts. Parce qu'à minima, ça nous permettait d'avoir une vision globale et d'avoir plus de feedback le plus tôt possible. Et quitte à ce que par la suite, on faisait le choix de focus sur un marché plus que l'autre. Et donc aujourd'hui, on est sur différents marchés. Alors, il y a évidemment le sujet de time zone qui joue, qu'on travaille avec des clients US, où tu vas voir des calls un peu plus tard dans la journée, qui démarrent vers 18h, 19h. Tu fais des journées à rallonge au final. Soit des fois tu décales tes journées, soit tu sais que demain tu n'as pas d'interaction avec des clients en Europe, donc tu décales un peu tes horaires de travail. Tu fais beaucoup de choses aussi en asynchrone, le maximum possible. Et tu avais aussi une nécessité de comprendre un peu comment marchent les entreprises aux US, donc avoir toute la partie admin auquel ils sont habitués, les contrats, toute la partie, on va dire, légale,
pour dès que tu avances dans les discussions, tu as ce qu'il faut pour avancer. Il n'y a pas forcément de besoin d'avoir un focus sur un marché en particulier en ce moment. La grosse partie reste quand même l'Europe parce que c'est là où on est plus proche, mais on ne s'empêche pas d'aller dans d'autres marchés, les États-Unis ou autres. Ouais, et de s'étendre, bien sûr. Ouais. Et niveau régulation, comment ça se passe du coup? Parce que vous utilisez l'IA, vous utilisez des données, donc forcément vous êtes assujetti à tout un tas de régulations. Est-ce que vous avez rencontré des complexités par rapport à ça, ou des pièges, ou des challenges, j'imagine? Alors, ouais, c'était. Vu que j'avais bossé avant chez AWS, j'avais ce sujet, on va dire, de sécurité compliance un peu. Qui était dans le coin de ma tête en me disant le jour où tu vas aller parler avec les entreprises, il faut y penser. Parce qu'ils sont habitués à ce que. Ils travaillent avec les entreprises, il faut que tu aies les certificats de compliance qu'il faut. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait très très tôt. Ça veut dire que les premiers mois, dès qu'on a lancé le produit, on était déjà en discussion avec des organismes qui te certifient. Est-ce que tu es ISO 27001, est-ce que tu es SOC 2, etc. Et en fait, tu passes l'audit qu'il faut passer pour que ces organismes-là t'emploient le fait que tu gères bien ta data, que tu respectes bien les différentes règles de sécurité, de la ségrégation, etc. Et donc, ils vont aller regarder qu'est-ce que tu fais dans ton infrastructure, comment tu gères ta donnée, comment tu communiques aussi avec les différents vendors, les OpenAI, etc. Donc, s'assurer que tu as bien des contrats avec eux, qu'il n'y a pas de training de données qui se passe sur les données des clients. Et donc, tous ces sujets-là, ils sont, on va dire, analysés, décortiqués, et c'est un auditeur qui passe, qui regarde et qui t'en à la fin. Et donc, typiquement, les clients, dès qu'on arrive, on va dire, à la phase de contrat, c'est quelque chose de très, très standard qu'ils demandent. Est-ce que vous êtes SOC 2, est-ce que vous êtes ISO 2020 ? Et tout est déjà validé avec le tampon que tu disais de l'auditeur, donc tout est clair dès le début, quoi. Ouais. Ok, très clair. Et on est resté sur des serveurs européens, donc pour la partie data. Ça aide aussi pas mal. Ça veut dire de se dire qu'on est principalement sur AWS. Et donc, c'est des serveurs qui sont en Europe qu'on utilise. Ce qui nous permet aussi de rassurer le client que leurs données resteront dans le cadre légal de l'Union européenne. Ouais. Ok, très clair, très clair. Du coup, Stirlab dans 5 ans, c'est quoi ta vision? Très bonne question. C'est vaste, je sais, mais... Il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut difficilement prédire l'avenir, mais je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est vraiment de s'assurer que, dans une phrase, c'est beaucoup de clients qui sont très très bien satisfaits. Donc s'assurer qu'on continue dans cette direction de répondre à la partie la plus importante de la problématique, de continuer vraiment à chercher ce qu'on appelle le product market fit. Donc à quel point ce qu'on développe, ça fit à quel utilisateur, un vrai besoin. Et donc de continuer vraiment à creuser cette partie-là et s'assurer qu'on puisse aider le maximum de clients, d'entreprises qui sont dans cette situation-là, de donner plus de temps à des sales qui, en fin de journée, se retrouvent à devoir remplir plein de paperasses et qui passent plus de temps dans des interactions humaines, dans des choses qui sont à plus valeur ajoutée. Et d'avoir moins de choses, on va dire, administratives qui leur retiennent de pouvoir faire avancer finalement leur pipeline de sales, faire avancer leurs revenus d'entreprise. Ok, très clair. Donc beaucoup de clients et un taux de satisfaction très élevé. Je vous le souhaite en tout cas. Franchement, plein de succès par rapport à ça. Très clair. Je vais revenir plutôt sur la partie conseil entrepreneurial. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait demain lancer sa start-up dans le domaine de l'IA, comme vous l'avez fait avec Rami? Quels sont selon toi les premiers challenges auxquels il va être confronté? Et qu'est-ce qu'il devrait regarder en premier lieu avant de se lancer? Ouais, je donnerais une réponse sur deux parties, sur startup de manière générale et startup IA. Ouais, bien sûr. Startup, je reviendrai sur le même sujet de s'assurer qu'il y a un vrai problème. Donc je dirais avant de se lancer, ce qui est très dur, avant de se lancer de comment je pourrais résoudre le problème, de vraiment passer le max de temps à juste poser des questions, à ne pas confondre avec faire une étude de marché à rallonge pendant des mois et analyser toutes les choses qui se passent avant de faire une décision.
mais simplement d'aller contacter des gens à qui on se dit je pense qu'il y a un problème dans tel domaine. C'est un problème pour qui? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur fonction dans quel type d'entreprise? Et d'aller les contacter. Rien à vendre, rien à présenter. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait au tout début. Mais dès qu'on a switché, on s'est rendu compte que même les gens répondaient beaucoup plus. C'est-à-dire que dès que tu leur dis je n'ai pas de solution à vous vendre, en fait, je m'intéresse juste à ce que vous faites et j'ai envie de comprendre mieux c'est quoi les enjeux. Les gens sont ravis d'aider, en fait. Et donc, si tu fais je crois la moyenne, ça reste à peu près, quand tu dépasses, on va dire, les centaines de calls, tu commences à peu près à avoir un peu les mêmes feedbacks, les mêmes retours. Et c'est de passer dans le call 2 minutes à se présenter et puis 28 minutes à poser des questions et comprendre. À laisser parler le client. Laisser parler les clients, c'est quoi les problématiques, creuser pourquoi c'est une problématique, à quel point ça se répète, est-ce qu'ils ont déjà essayé de la résoudre avant. Ça, c'est souvent un signal de s'ils ont fait aucun effort pour essayer de résoudre le problème, c'est que peut-être c'est pas un problème. Donc s'ils ont essayé de faire quelque chose eux-mêmes, s'ils ont essayé d'acheter une solution mais que ça marchait pas, encore mieux s'ils ont déjà une solution mais que ça ne leur convient pas. Ne pas forcément courir vers on fait mieux, mais de se dire ok, qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui marche bien. Et de s'assurer que le plus tard on commence à se dire comment résoudre le problème, le mieux c'est. Parce que ça nous biaise très facilement. Tu arrives dans un call et au lieu de poser la question sur comment tu fais, tu dis est-ce que tu fais A ou tu fais B. Parce que dans ta tête, tu imagines déjà comment résoudre. Ouais, tu as déjà orienté le. Déjà orienté. Ouais, une fois que tu l'as commencé à penser, c'est très dur de l'enlever. Donc je dirais passer plus de temps à explorer le problème. Une fois que ça s'est fait, le reste découle. Ça veut dire que une fois que c'est fait, s'il y a un vrai problème, bah, tu vas avoir des gens qui sont intéressés pour le résoudre. Si tu leur fais quelque chose qui marche même à moitié, mais qui résout le problème ou qui montre qu'il y a le potentiel de le résoudre, c'est qu'il y a de l'attraction, en quelque sorte. Et après, tu peux faire le choix de soit faire une levée, soit continuer directement sans faire une levée, ce qui est aussi possible. Et après, sur la partie IA, moi je dirais c'est un peu de manière générale sur la tech ou l'IA, c'est de s'assurer que il n'y a pas trop de focus sur j'ai absolument envie de faire ça avec telle technologie ou telle IA. C'est vrai que c'est un de nos gros défauts en tant que tech, c'est qu'on se focalise là-dessus. On se focalise, on sait que c'est possible, donc on sait qu'on peut rapidement tester. Et se rendre compte, c'est que les tests, ça va toujours aller vite, mais c'est le moment où tu le mets devant le vrai cas d'usage où c'est compliqué. Et des fois, tu n'en as pas besoin de choses aussi complexes. Donc je dirais, s'assurer que tu fais pas une startup d'IA, mais tu fais une startup qui résout un problème, qui se trouve et l'utilise de l'IA. Nous, en tant que tech, on décide de se dire, ok, là, dans cette problématique, je vais la résoudre avec un modèle. Dans celle-là, je vais la résoudre avec un bouton. In fine, pour le client, il veut que le problème soit résolu. Oui, faut que ça marche à la fin. Ça marche. Peu importe s'il y a de l'IA ou pas. Ouais. Donc, je dirais essayer de focus le moins sur faut absolument que j'utilise telle dernière technologie ou telle méthode, mais plus se dire faut que je résolve le problème. Et quel que soit le moyen, c'est OK. Ouais, c'est aussi un domaine qui bouge beaucoup, donc on avait souvent les questions de voilà, est-ce que au bout d'un moment tous les modèles vont être pareils, est-ce que chaque jour il faudrait changer un modèle, il y a plein de choses qui se passent. Je pense que globalement essayer de répondre à ces questions-là, c'est passer moins de temps à essayer de répondre aux problèmes. Et donc juste revenir sur la source et se dire ok, je démarre par aider le client. Et si dans un mois, il faut que je teste la technologie qui est sortie il y a 2 semaines, je la testerai et si elle marche bien, je l'implémenterai. Et sinon, je resterai sur ce que j'ai. Donc ne pas forcément toujours se dire il y a ça qui est sorti, il faut absolument que je le teste. Alors, tu peux tester dans ton perso pour le kiff, mais ne pas le relier directement, on va dire, à une décision de business. Toujours le relier au besoin, garder le focus sur le besoin plus que la technique. Ok, parce que c'est au final, on le dit souvent, mais c'est la tech au service du besoin, au service du besoin métier. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que certains techs le perdent un petit peu de vue. Ils se disent voilà, je vais fonder une startup dans l'IA parce qu'il y a tel modèle qui est sorti et que ça me permet de faire ça. Mais il n'y a pas effectivement que cet aspect technique. Il y a vraiment, comme tu dis, tout ce travail de fond, d'analyse de marché, de discussion avec les clients pour cerner vraiment s'il y a un vrai problème et y répondre par les moyens techniques. Et je dirais quelque chose de supplémentaire dans la partie IA, de s'assurer que
ça marche pas juste pour le POC, pour le test, Mm. mais ça marche aussi sur un cas complexe parce que de plus en plus, on voit des démos où on peut créer une application en après-midi. C'est bien. Je pense qu'il faut un peu, on va dire, pousser les limites du test qu'on fait. Mm. Parce qu'in fine, si ça marche pour le POC, va falloir aller plus. Va Ouais, falloir aller dans plus un loin, contexte de production. un contexte de production. Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'il y avait une première phase où on testait, en une après-midi, en une journée, on avait des résultats. C'est cool. Mais après, on a passé 2 semaines à se dire, OK, on va complexifier le problème. On va supposer que dans un cas réel, ça pourrait ressembler à ça. Est-ce que ça continue à marcher? Si ça continue pas à marcher, c'est pas grave, mais est-ce que je vois une voie pour l'améliorer? Et ça aide aussi à se dire que voilà, c'est pas quelque chose que n'importe qui demain peut réimplémenter en 1, 2 jours. Je suis sur une problématique qui est vraiment complexe d'un point de vue technique, ce qui donne aussi, on va dire, ce mot au sujet qu'on est en train d'attaquer. Ok, très clair. Merci Otman pour ces réponses. Je propose maintenant qu'on passe à l'instant grenadine. C'est un moment un petit peu plus léger dans l'émission dans lequel Ok. on va justement te poser des questions un petit peu plus légères pour le coup, un petit peu plus perso aussi. L'idée c'est de un petit peu mieux te comprendre, te connaître et voir un petit peu comment tu peux répondre à ce genre de questions en mode freestyle, on va dire. Alors première question du coup. Pour apprendre à te connaître, si tu avais 3 applis sur ton téléphone pour survivre et tu aurais droit qu'à 3 applis, ce seraient lesquelles? Wow. Euh, Survivre en dehors du contexte travail ou En dehors du contexte travail. en dehors du contexte travail? Ouais, Il y a toujours Internet ou pas forcément? pas forcément. Pas forcément. On va rajouter de la complexité. Très complexe. Euh, un export des milliers de liens de Google les plus utilisés. Je pense que ça m'aiderait. Ça, c'est triché. Un export de Maps aussi. D'accord. J'avais Maps. Euh, et une application de musique. Ok. C'est souvent Quel, un réflexe. quel type de musique du coup? Ça dépend. Ça dépend de ce que je fais, ça dépend de. Mais très varié. Je n'ai pas un style en particulier. Ok, ça marche. Si ton mood du jour était une boisson, ce serait laquelle? Café, beaucoup de café. Café? Beaucoup de café. Et dernière question, si tu avais un livre ou un mentor qui t'a guidé pendant toutes ces années ou une Ouais. personne de référence sur laquelle tu t'es appuyé, ce serait qui? Pas de personne de référence. Je dirais, il y a quelques personnes où j'aime bien un peu leur manière de réfléchir, ou des bouquins, des sujets qui m'ont un peu marqué. Après, les bouquins, de plus t'en lis, plus il y a de l'information qui se répète et on tire un peu les leçons qui nous intéressent. Il y a, je dirais, Rich Dad Poor Dad et Cash Flow Quadrant, c'est 2 bouquins Ah oui. qui parlent un peu à l'indépendance financière, mais ils parlent aussi un peu on va dire, de différentes personnalités de personnes, de c'est quoi l'environnement qui leur convient le mieux. Euh, Entreprise, stabilité, entrepreneuriat, risque, indépendant, qui est un peu un mix des deux. Et qui explique un peu, on va dire, le lien entre le caractère de chaque personne et c'est quoi l'environnement qui lui convient le plus. Ce que j'aimais bien, c'est que ça ne disait pas qu'il faut faire ça ou ça ou ça. C'était juste factuel en disant si tu as tel caractère ou si c'est ça qui t'intéresse, tu vas être plus confortable, plus amené à aller dans cette typologie de domaine. Ok, super intéressant. J'aime bien Robert Kiyosaki aussi, Ouais. donc je me reconnais dans ce que tu as cité, honnêtement. Très bien. Dernière question, si tu devais donner un conseil au toi d'il y a 10 ans, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, tout ce que tu as emmagasiné comme expérience, expertise, qu'est-ce que ça serait? Je dirais que faire confiance sur il y a différentes choses qu'on va avoir dans la carrière. En fait, on va choisir un domaine, on va choisir une entreprise, on va bosser sur des sujets qui nous intéressent, sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Et je pense que tous, je suppose généralement qu'on est sur un sujet qui ne nous intéresse pas, ben on n'est pas content. Et on essaye de trouver quelque chose qui nous intéresse. Euh, et souvent, avec du recul, il y a pas mal de choses que j'ai fait dans le passé, qu'au moment T, je n'étais pas forcément passionné par ça. Mais ça m'a servi d'une manière ou une autre a posteriori. Donc je dirais en fait croire dans le fait que même si on est sur quelque chose qui n'est pas forcément, on va dire, le cœur ou ce qui nous intéresse,
que ça pourrait servir d'une manière ou d'une autre dans le futur. Faut pas utiliser ça pour on va dire, rester dans sa zone de confort et de se dire voilà, il doit avoir une raison. Je pense qu'il faut toujours aller chercher ce qui nous intéresse le plus, mais ne pas être dans cette suroptimisation de vouloir faire que ce qu'on a envie de faire au moment T. Parce qu'il y a plein de choses qui servent dans le futur. Et il y a un peu ce concept de connect the dots. Il y a des choses qui se connectent naturellement avec les différentes choses qui arrivent dans la vie. Donc ouais, je dirais ne pas trop stresser ou essayer de suroptimiser, de absolument faire tout en ce qu'on a envie de faire. Et de juste garder l'esprit ouvert, de se dire c'est différent. Tant qu'on apprend quelque chose, et tant que ça contribue d'une manière ou d'une autre à là où on veut aller, c'est tout bénef. Ok, c'est beau, très inspirant aussi. Beaucoup de paroles inspirantes aujourd'hui. Et dernière petite question du coup, est-ce qu'il y a une peur quand tu as commencé à entreprendre que tu as réussi à dépasser avec le temps? Une peur, une peur. Je pense moi c'était, je sais pas si une peur plus une inquiétude, c'était toujours de bosser sur un sujet qui n'était pas un sujet important, qui n'était pas utile pour quelqu'un. De perdre du temps au final, quelque part. Je me disais, en fait, je pourrais aller bosser dans une entreprise, je pourrais créer une start-up dans un sujet A ou B, mais de se dire, est-ce que je suis en train de... Quand tu y vas à 200%. Tu te prends beaucoup de noms, comme on va discuter, tu fais beaucoup de choses qui sont peut-être pas ce que tu as envie de faire. Et de se dire, en fait, si tu fais tout ça et qu'en fin, ça ne sert pas à grand-chose, il n'y a pas quelqu'un qui en bénéficie de résultats. Donc j'ai toujours été un peu, je faisais attention à me dire, ok, est-ce que vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est utile ou pas? Donc moi, je dirais, mon inquiétude, c'était toujours l'utilité de l'effort effectué. De l'effort investi. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Mais écoute, merci Othman, merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions dans Orange Grenadine. C'était très inspirant. Merci en tout cas de nous avoir rejoints aussi dans les studios aujourd'hui à Station F. Je sais que tu es juste à côté, vous avez les bureaux bien installés à Station F et ça fait quelques mois maintenant que vous y êtes. Donc merci d'être venu. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode d'Orange Grenadine. L'idée, c'est, comme je le rappelle, c'est un épisode tous les mois. On va découvrir une personne dans le milieu de l'IT qui va nous parler de sa carrière et de son côté entrepreneurial. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Merci.